Bonjour à tous. On est très ravis de vous présenter ce webinaire aux côtés de Smart Global. Donc, on a la chance d'avoir Anne-Sophie qui fait partie de l'équipe Alliance chez Smart Global. On a aussi Claire-Marie qui fait partie de l'équipe Capgemini Invent Bonjour. qui vous présentera les grands défis du RGPD pour l'univers de l'assurance. Et moi-même qui fais partie de l'équipe Alliance au sein de Didomi. Sachant qu'on a encore du monde qui va arriver petit à petit, s'il nous reste encore de la place, on vous propose de démarrer ce webinaire avec nos meilleurs vœux pour commencer. Une année 2021 qui soit pleine de réussite et on l'espère pleine de réussite ensemble pour vous accompagner notamment sur ces problématiques dont vous connaissez très certainement autour du RGPD et de toute la stratégie data. Et il nous semblait intéressant de vous prendre de vous montrer et de vous partager une vidéo de Apple qui, à notre avis, a très bien compris le sujet de la privacy depuis 2015. Donc, on sort du secteur de l'assurance, mais c'est toujours intéressant de voir ce que les autres secteurs font, s'ils sont plus en avance, s'ils sont en retard par rapport à l'assurance. Et derrière, on vous présentera quelques constats et les différentes tendances qu'on a pu observer chez Capgemini Invent, Smart Global, mais aussi Didomi. Peut-être, Goran, avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas, on est nombreux autour de ce webinaire, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des points particuliers, à utiliser le chat pour échanger et communiquer avec nous tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble. Effectivement. Alors, hop. Alors, je ne sais pas si c'est Capgemini qui a accompagné Apple. En tout cas, ça a été très bien fait sur un ton humoristique de faire prendre conscience à nous tous au sein de ce webinaire aujourd'hui à quel point le respect de la vie privée est primordial dans la stratégie d'une marque et comment la confiance et la transparence doivent être très prises au sérieux, tant dans la stratégie au sein des équipes marketing, des équipes juridiques, mais dans toute l'organisation. Et c'est d'ailleurs pour ça que je vais laisser la parole à Claire-Marie, qui va nous présenter le sommaire de ce webinaire aujourd'hui. Encore une fois, si vous devez partir avant 15 heures, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Et on vous enverra évidemment un replay, un enregistrement vidéo pour que vous puissiez le regarder ou le partager à d'autres collaborateurs qui souhaitaient participer et qui n'ont malheureusement pas eu la chance d'être parmi nous aujourd'hui. Merci Goran. Voilà, j'espère que vous avez bien vu, entendu cette vidéo. Le choix de cette vidéo n'est pas un hasard. Loin de nous l'idée de vous sensibiliser au RGPD. On sait très bien que quelle que soit votre fonction dans l'entreprise, DPO, CDO, la direction marketing ou à la DSI, on sait très bien que vous avez une claire conscience des enjeux autour de la privacy. En revanche, le choix de cette vidéo était pour nous important parce que ce qu'on constate, c'est que dans l'assurance, on a encore dans la continuité de la fonction du correspondant informatique et liberté, on sent encore une fonction qui est très axée, basée sur le côté respect des exigences, risque de sanction et en gros case à cocher. Et ça nous semblait vraiment intéressant de vous projeter dans cette vision d'Apple qui va bien au-delà de du simple respect de la conformité, mais qui transforme le sujet de la privacy en une opportunité, en l'occurrence ici marketing. On sait que tous autant que vous êtes et quel que soit le secteur dans lequel vous intervenez, vous avez pris au sérieux le RGPD, vous avez certainement lancé des gros chantiers dans vos entreprises et on vous en félicite.
Mais on sait aussi que vous rencontrez parfois des difficultés pour présenter le sujet, convaincre vos directeurs, vos comités de direction de s'impliquer, d'investir dans ce sujet. Et donc, à travers ce webinaire, notre objectif prioritaire est de vous donner quelques clés pour vous aider à transformer le sujet du RGPD en une opportunité et non plus en quelque chose à faire. Si on ne le fait pas, on est sanctionné. On doit le faire, ça coûte de l'argent, mais derrière, ça ne rapporte rien. Enfin, c'est souvent le discours qu'on entend. Moi, ça fait plus de 7 ans maintenant que j'interviens auprès des entreprises pour les conseiller sur leur mise en conformité RGPD. Et dans l'assurance, c'est quelque chose qui revient particulièrement souvent. On a souhaité, avec Goran et Anne-Sophie, vraiment vous donner en 1 heure quelques clés pour vous aider à transformer votre état d'esprit et peut-être celui aussi de vos dirigeants ou des personnes qui travaillent avec vous sur ce sujet. Donc, je vais, dans un premier temps, dresser un constat et les grandes tendances sur le secteur de l'assurance en matière de RGPD. Et n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions. Je sais que c'est pas toujours facile de partager ce qu'on vit dans nos entreprises d'un point de vue conformité parce qu'on s'expose aussi finalement. Donc, je peux comprendre une certaine réticence à vouloir intervenir ou prendre la parole. Néanmoins, c'est toujours intéressant de pouvoir se comparer, de pouvoir partager des bonnes pratiques. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, je passerai la parole à Anne-Sophie qui va nous présenter un premier levier pour faire du RGPD autre chose qu'une contrainte. Et donc, elle va nous présenter comment inscrire le RGPD dans une dynamique d'amélioration continue, dans une perspective de pérennité et surtout de transversalité par rapport à d'autres projets de réglementation qui existent dans le secteur de l'assurance, avec tout l'enjeu de digitalisation et le lien avec la stratégie data d'une entreprise. Ensuite, on passera la parole à Goran, qui, lui, nous présentera une deuxième clé pour transformer le RGPD d'une contrainte en opportunité autour de la gestion du consentement. Donc, évidemment, c'est très contextuel, c'est un sujet vraiment d'actualité, mais l'avantage de Didomi, c'est qu'il a vraiment une approche transformante au niveau de l'appréhension de ce sujet-là, pour en faire également autre chose qu'une simple case qui est cochée, un indicateur qui est au vert, mais en faire quelque chose qui apporte véritablement de la valeur à l'entreprise. Donc si je passe à notre premier thème sur les constats et les grandes tendances dans l'assurance, nous allons commencer d'abord par un disclaimer sur le secteur de l'assurance, puisque c'est un secteur quand même assez particulier au regard du RGPD. D'abord, c'est un secteur qui est très exposé. Alors, pas forcément en termes de volume, comme ça peut être le cas dans le retail, quoique l'assureur a quand même un lien direct avec ses bénéficiaires, mais c'est surtout en termes de nature de données. Dans l'assurance, on va traiter de données sensibles, là où dans le retail, on va être plus sur des problématiques de volume que sur des problématiques de sensibilité. Des données sensibles de santé, bien évidemment, lorsqu'on contracte un prêt, lorsqu'on cherche à s'assurer au niveau de la santé, de la prévoyance. Des données sensibles d'infraction, de condamnation pour tout ce qui est, par exemple, couverture des délits. On va avoir également des données particulièrement sensibles et d'autant plus qu'elles sont partagées avec de nombreux tiers, ce qu'on ne va pas forcément avoir dans d'autres, on ne va pas forcément rencontrer cette problématique dans d'autres secteurs, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc, premier élément clé dans l'assurance, c'est la sensibilité des données et le partage d'informations avec de nombreux tiers. Deuxième particularité du secteur, c'est un secteur qui est très exposé à différentes réglementations et pas seulement RGPD. Par nature, le secteur assurantiel est très réglementé. Il est donc habitué à gérer des sujets de conformité, ce qui est un point plutôt positif, là où dans d'autres entreprises, étant moins réglementées, on va les sentir plus réticentes sur ce volet. Troisième élément structurant sur le secteur de l'assurance, c'est on va dire le paysage informatique. On est sur des groupes qui souvent existent quand même depuis relativement longtemps, qui se sont construits par rapprochements successifs. Et donc, on a des entreprises qui ont un élément de complexité en termes informatiques, d'autant plus que dans le secteur de l'assurance, on traverse une période de profonde
évolution avec des exigences de plus en plus fortes de la part des clients qui demandent beaucoup de personnalisation, qui demandent de la simplicité, de la digitalisation croissante puisque on le voit d'autant plus en confinement, on va avoir moins tendance à se déplacer et on veut avoir des services de proximité et donc digitaux. On a des enjeux autour de la e-santé. On peut parler par exemple des téléconsultations, etc. Et puis, donc ça veut dire qu'on a un environnement technologique qui bouge énormément avec beaucoup d'innovation. Et donc, forcément, en termes de RGPD, il va falloir accompagner toutes ces évolutions. Donc, c'est un secteur très exposé. La CNIL a un regard très particulier sur l'assurance et contrôle ce secteur plus particulièrement. Pour autant, ce dont on se rend compte, c'est que d'un point de vue RGPD, dans la pratique, c'est un secteur qui n'est pas encore au point. C'est un secteur qui est plutôt en retrait, notamment par rapport à ses cousins de la banque. Alors, comment on explique ça? D'abord, des freins informatiques, IT, donc je les ai un petit peu cités tout à l'heure, c'est des entreprises qui, s'étant construites par rapprochement successif, ont des systèmes d'information, donc des lieux de stockage de données qui sont fractionnés, qui sont souvent très interfacés avec des flux mal maîtrisés et finalement une connaissance des données qui est compliqué à avoir. On a du mal à savoir où sont les données personnelles et comment faire pour, par exemple, les restituer à quelqu'un à une personne qui qui en ferait la demande ou à les supprimer. On a du mal à appréhender ce périmètre souvent très large. Le deuxième frein, c'est un frein plus psychologique parce que la donnée dans la santé, enfin dans l'assurance au sens large, est vraiment cruciale pour tous les calculs, les calculs actuariels, les modèles de calcul de prestations. Et donc, il y a un frein naturel à devoir se séparer de bases de données avec des historiques qui remontent souvent à très très longtemps. C'est le premier frein psychologique. Le deuxième frein psychologique, c'est la compréhension du RGPD comme une contrainte. Donc, on n'a pas envie de s'y mettre. Honnêtement, ça fait rêver peu de personnes. On n'a pas envie de s'y mettre, d'autant plus qu'on ne voit pas forcément ce que ça va nous apporter en termes de valeur. Donc, on voit ça vraiment comme une source de coût et non comme une source de valeur. Et ce frein psychologique est accentué par une culture data qui est encore en train de se mettre en place, on va dire, à une maturité relativement faible. Alors bien entendu, ce que je dis, c'est une tendance. Hein. Je ne dis pas qu'il y a certaines assurances qui seraient plus en avant que d'autres, hein, bien entendu. Ne le prenez pas pour vous directement, ça reste une tendance générale observée. Donc la culture data relativement faible va aussi freiner quelque part la transformation autour du RGPD. Et le dernier frein que l'on constate, c'est un frein financier, puisque la mise en conformité RGPD génère des coûts, ça c'est certain, hein, pour ne pas citer les coûts informatiques, mais pas seulement. Et les entreprises ont tendance à préférer des projets qui rapportent plutôt que des projets qui coûtent, même malgré les sanctions, malgré le poids des sanctions. On peut faire un choix en termes d'approche de risque, de préférer finalement courir le risque d'une sanction plutôt que de se lancer dans des projets très longs qui vont remettre en cause les processus, les outils, la culture de l'entreprise. Voilà, je ne sais pas si ça correspond peu ou prou à ce que vous pouvez vivre dans vos structures. Je ne sais pas si ça appelle des remarques particulières, peut-être des nuances, peut-être d'autres freins que vous avez identifiés auxquels vous êtes soumis. Je me permets de te poser une question, Claire-Marie. C'était intéressant quand tu prenais l'exemple des cousins de la banque qui ont, eux, vécu ça fait quand même un petit moment qu'on entend le terme open banking, et justement leur nécessité de se transformer pour ouvrir leur système d'information et partager les données avec des tiers. Est-ce qu'on peut parler d'open assurance aujourd'hui? Alors je pense que c'est encore un peu prématuré et ça pourrait arriver effectivement. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles les banques sont aussi un peu plus en avant sur tous ces sujets de privacy et donc par effet comment dire, d'entraînement, les assureurs adossés à des banques sont souvent un peu plus en avant aussi sur leur maturité RGPD. Maintenant, dans l'assurance,
le côté partage ouvert des données n'est clairement pas dans aujourd'hui en place. Mais ça pourrait être une tendance comme on l'observe dans la banque. Donc, si vous partagez ces constats, ces tendances, ce que je vous propose de regarder maintenant, c'est un peu les sujets sur lesquels les assurances ont avancé depuis l'entrée en vigueur du RGPD. Donc, ce qu'on constate, et ce qu'on a d'ailleurs restitué dans une étude du Capgemini Research Institute, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 23% des assureurs qui ont été interrogés qui estimaient être en conformité un an après l'entrée en vigueur du RGPD, donc ce qui est encore relativement peu. Donc aujourd'hui, on est presque à 3 ans de l'entrée en vigueur, 2 ans et demi, on va dire. Donc il faudrait réactualiser ces données. Néanmoins, on voit qu'au bout d'un an, il y avait seulement 23% des assureurs interrogés qui estimaient être conformes, alors que dans la banque ou dans le retail, on était plutôt aux alentours des 33-35%. Ce qui a été engagé en priorité dans les assurances, c'est, en tout cas de ce qu'on a pu observer, hein, c'est la partie accountability sur, on va dire, les fondamentaux. Donc, la nomination d'un DPO, la création d'un registre de traitement, les premières formations ou sensibilisations des responsables de traitement, des directions les plus utilisatrices de données personnelles. Et également, c'est l'ensemble des procédures qui sont prévues dans le RGPD, le Privacy by Design, les Privacy Impact Assessment, les différentes procédures d'exercice des droits d'accès, la gestion des plaintes, etc. Donc ça, ce sont des thématiques qui ont été assez rapidement mises en place et engagées chez les assureurs. Le deuxième sujet sur lequel les assureurs ont travaillé en priorité, c'est la partie transparence, avec la mise à jour des mentions et bien évidemment la partie recueil du consentement. Le troisième chantier qui a été adressé dans l'assurance, c'est la partie chaîne des tiers. Donc, comment sécuriser la chaîne tout le cycle de vie de la donnée, y compris lorsqu'il est à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est passé principalement par la mise à jour des contrats, avec l'ajout des clauses suffisantes pour bien départager les rôles et responsabilités, y compris dans des cas de co-responsabilité de traitement, donc ce qu'on retrouve un peu moins dans d'autres secteurs, ce cas particulier de la co-responsabilité de traitement. Quatrième sujet qui a été adressé par les assurances, c'est toute la partie sécurité, à la fois dans les accès et dans l'utilisation de certaines technologies, mais également dans les transferts de données, notamment lorsqu'ils ont lieu en dehors de l'Union européenne. Et puis, dernier sujet sur lequel on sent que les assurances ont bien pris en charge les exigences qui leur étaient imposées, c'est tout ce qui va être projets autres divers et variés d'innovation dans lesquels il va y avoir de plus en plus une composante RGPD embarquée systématiquement dès l'amont des réflexions. Donc là, on donnait l'exemple, par exemple, de tout le sujet autour de l'intelligence artificielle, toutes les initiatives qu'il peut y avoir, comment faire en sorte qu'elles soient respectueuses également de la réglementation. Donc, vous avez un petit questionnaire normalement qui vous est proposé sur cette slide et aussi sur la suivante pour que vous puissiez nous dire aussi comment vous vous positionnez par rapport à ces thématiques engagées selon nous dans l'assurance. Est-ce que ce sont des sujets que vous aussi vous avez particulièrement priorisés ces dernières années et où est-ce que vous vous situez par rapport à ce constat? Donc, je ne sais pas si la vocation de ce webinaire est d'être très interactif, mais n'hésitez pas, hein, à prendre la parole, à nous challenger aussi, hein, sur ce qu'on peut vous présenter. Si vous n'avez pas de questions ou de remarques, je continue pour ne pas perdre de temps. Oui, je Oui, pense, Claire-Marie, s'il y a des questions, on pourra les consolider et et répondre se garder 10 minutes à ultérieurement. la fin pour À la fin le du faire. webinaire. Ok, très bien. Donc j'enchaîne avec la dernière partie de ces constats et tendances. Mais bien évidemment, c'est qu'est-ce qui doit aujourd'hui être amélioré, qu'est-ce qui doit être traité qu'est-ce qui reste à traiter dans les années à venir. Notre vision, c'est 6 sujets en fait sur lesquels on aurait besoin de renforcer encore. Alors évidemment, hein, c'est sans fin le RGPD parce que vous comme moi, nous savons que
Le RGPD s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, donc il y aura toujours des choses à faire, bien entendu. Mais si on devait en retenir quelques-unes, on vous en propose ici 6. Le premier constat, c'est de dire que la base, les fondamentaux sont assurés, mais leur appropriation et leur déclinaison dans la pratique restent à renforcer. C'est-à-dire qu'on a souvent un affichage, on va dire, conforme, mais si on rentre dans le détail et dans véritablement l'adoption de nouvelles pratiques, de nouvelles manières de travailler, on s'aperçoit qu'il peut y avoir un décalage. Donc, on a une procédure, par exemple, de gestion des demandes de droit des personnes. En revanche, si aujourd'hui on faisait un test pour faire une demande de droit à l'oubli, est-ce que objectivement ça fonctionnerait? Est-ce que par quel canal la demande arriverait? Est-ce qu'elle arriverait bien au niveau du DPO? Et comment est-ce qu'on arriverait à y répondre dans un premier temps et à donner satisfaction le cas échéant? Donc ça, c'est un premier point sur lequel il y a encore une marge d'amélioration. C'est vraiment dans l'appropriation de tout ce qui a pu être défini, on va dire, dans la théorie. Le deuxième sujet sur lequel il reste des marges de progression, c'est la chaîne de sous-traitance. De par la diversité des intervenants autour des données manipulées dans l'assurance, il y a un vrai sujet. Si les contrats sont conformes, il reste malgré tout la question d'aller vérifier chez les sous-traitants qu'ils vont bien respecter ce qui est défini dans les contrats et qu'ils vont bien prendre en charge leur part de responsabilité. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas aujourd'hui systématique. Donc, on a des contrats qui sont signés. En revanche, on ne va pas aller un cran au-dessus pour aller vérifier que le sous-traitant fasse bien ce à quoi il s'est engagé. Troisième sujet et qui est un peu lié au deuxième, hein, sur lequel il y a une marge de progression, c'est le dispositif de contrôle interne. Donc, on sent dans l'assurance qu'on a beaucoup d'actions de mise en conformité à un certain moment. En revanche, est-ce que on va s'assurer dans le temps, au fur et à mesure, peut-être tous les ans, tous les 2 ans, par des contrôles, par échantillonnage, etc., ou par des contrôles ciblés sur certains types de données ou sur certains traitements? Ce sont des choses qui aujourd'hui ne sont pas encore suffisamment mises en place. Donc, on a des actions de conformité, j'allais dire one shot à un instant T. En revanche, on n'a pas encore de vision long terme et de démarche d'amélioration continue. Le principe de conservation reste un principe qui est plutôt à la traîne par rapport à d'autres principes comme la transparence ou comme la sécurité. Un principe donc particulièrement difficile à respecter de par, je l'ai mentionné, l'architecture des systèmes d'information, mais aussi une culture de la donnée où on voulait tout conserver et on sait tous que c'est difficile de changer d'état d'esprit. Donc aujourd'hui, c'est un principe qui est vraiment qui fait défaut souvent dans les assurances. Et puis après, au niveau de la gouvernance, je vais regrouper les 2 derniers pour laisser la parole un petit peu à Anne-Sophie et Goran. Mais le dernier grand chantier pour nous au niveau de l'assurance, ça va tourner autour de la gouvernance, de l'organisation du bureau du DPO Office. On a des DPO qui sont associés à la stratégie d'entreprise, mais qui pourraient l'être encore plus, notamment lorsqu'il s'agit de nouvelles initiatives, qui pourraient être encore plus en partage et en mutualisation, en synergie avec les projets de data. Je pense par exemple à des initiatives autour des data lakes, autour du data linéage, d'avoir des approches, des outils qui soient communs pour vraiment mettre de la cohérence déjà dans un premier temps et en plus créer des synergies et donner du sens à tous ces projets autour de la data, pas seulement données personnelles. On peut avoir aussi des conflits de leadership dans les entreprises puisque la fonction d'IPO est assez nouvelle. Elle a un positionnement parfois délicat entre le data office, entre la direction des systèmes d'information, entre la direction de la conformité, la direction juridique. Donc, ce sont parfois des difficultés aussi pour donner de la visibilité au RGPD. Et puis si on parle de la gouvernance en tant que telle du DPO Office, on a une gouvernance qui est encore très dispersée avec un DPO, des relais qui sont parfois plutôt à 10-15% de leur temps de travail dédié au sujet RGPD, donc avec des moyens qui sont relativement faibles et une animation qui gagnerait à être encore plus rapprochée et dynamique pour que chacun se sente responsabilisé et en plus ait les moyens d'exercer ses missions. Donc, si on devait résumer, voilà, les grands chantiers qui attendent l'assurance d'un point de vue RGPD, je dirais l'appropriation vraiment des outils, des méthodes avec une conduite du changement à mettre en place, l'aspect sécurité sur la chaîne de sous-traitance, l'aspect pérennité sur le dispositif de contrôle interne,
tout ce qui est conservation et puis tout ce qui va avoir trait à la gouvernance et à l'organisation de la fonction d'IPO au sens large, office d'IPO. Alors, ce sont des grands chantiers et pour cela, donc, on vous livre 2 clés pour vous aider dans ces grands chantiers. Je vais passer donc la parole à Anne-Sophie qui va nous parler de la digitalisation des processus de conformité. Merci beaucoup Claire-Marie. Bonjour à tous et merci pour votre présence et votre écoute. Alors, voilà, nous voilà sur la présentation de Smart. Donc, je ne vais pas repasser sur. Merci beaucoup pour ce panorama, Claire-Marie, des enjeux spécifiques de l'assurance. Aujourd'hui, ce dont nous avons envie de vous parler, c'est de la compliance d'une manière générale, hein, avec tous les grands enjeux de la multiconformité, car on a envie chez Smart depuis la création, et c'est vraiment le propos de la plateforme, de proposer une solution qui permettent d'embrasser tous ces sujets de conformité, de multiconformité, dans la mesure où l'on sait que ne serait-ce que le RGPD, c'est un coût qui s'élève à environ 70 millions d'euros, et que le montant des amendes est à peu près équivalent et qu'il va falloir faire attention. C'est une contrainte, mais qu'on peut en tirer parti grâce à une plateforme comme Smart Global Governance, en mettant en place justement un outil qui va totalement centraliser tous les sujets de multiconformité. Et pourquoi c'est intéressant d'aller vers une éthique mondiale des affaires? Parce que c'est vraiment l'enjeu que l'on peut adresser en mettant en place une plateforme de digitalisation des processus de conformité. Hein. Encore une fois, le propos n'est pas uniquement d'avoir un fichier Excel en ligne, mais réellement de faire gagner du temps aux opérationnels, de faire gagner du temps de contrôle, d'avoir une visibilité précise sur une cartographie des risques, tout simplement. Et c'est ce que permet cet outil. Parmi les enjeux qu'on va rapidement citer, après on rentrera dans les détails de la plateforme, ce que l'on sait d'une manière générale, c'est qu'il va falloir définir un niveau d'engagement et mettre en place une gouvernance. C'est d'ores et déjà ce que l'on vérifie auprès de nos clients assureurs, comme le spécifiait aussi Claire-Marie avec son expérience, c'est que les assureurs ont d'ores et déjà adapté leur gouvernance, leur contrôle des systèmes d'information avec tout cet agrégat d'assureurs qui se sont souvent, il y a eu une consolidation de ces groupes d'assurance, ce qui fait qu'il y a toutes ces données à consolider, à traiter et à gérer. Donc, on est vraiment dans cette phase encore de mise en place de la gouvernance, et ce que Smart, à travers ces diverses solutions, va proposer à des organisations comme celle des assureurs, c'est vraiment de non seulement permettre cette gouvernance et ce pilotage à plusieurs niveaux, on appelle ça les lignes de défense, donc à plusieurs niveaux de défense dans l'entreprise, mais en plus de ça, de généraliser finalement le niveau d'engagement des collaborateurs, quelle que soit leur intervention sur le sujet. Hein, là, on parle plus de privacy by design, mais on pourrait parler de compliance by design, c'est-à-dire travailler dans un environnement de travail qui soit en conformité, qui soit dans la norme de conformité. Et grâce à la plateforme, vous verrez qu'on a la possibilité d'éduquer tous les niveaux opérationnels de l'entreprise à travers notamment des rubriques d'e-learning en ligne qui proposent des certificats d'aptitude sur les différents sujets de conformité. Parce que c'est vraiment le premier point d'ancrage, c'est qu'est-ce que la conformité, à quelle conformité je suis soumise, à quelle conformité est soumise mon organisation. Ensuite, grâce à des outils comme Smart Global Governance, donc on va pouvoir établir une cartographie des risques en temps réel, et ça c'est vraiment un sujet qui est important pour les personnes qui gèrent la gouvernance. On va pouvoir rendre opérationnelles des exigences réglementaires avec donc tout en respectant les principes de conformité et de multiconformité et les normes industrielles, disons, du secteur. Et on va également, parce que ça c'est également un vrai sujet que précisait également Claire-Marie, comment
Où en sommes-nous et comment est la relation avec les tiers? Comment, en tant qu'assureur, je peux m'assurer et garantir la multiconformité dans l'ensemble de mon écosystème? Ça, c'est vraiment aussi un sujet qu'il est important pour nous d'adresser. Enfin, à travers la digitalisation et tout ce que fait de mieux, finalement, tout ce que la digitalisation fait de mieux pour les utilisateurs, on va permettre d'instaurer une transparence de ces processus et donc là en interne, mais également au niveau de la gestion de ces tiers, de tout l'écosystème finalement de l'entreprise assureur et d'organiser donc, comme on le disait, la formation, la sensibilisation, à la fois des équipes, mais également de cet écosystème. Et si je peux me permettre aussi, Anne-Sophie, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est et ce que j'ai constaté aussi dans l'assurance, c'est que de par la forte réglementation du secteur, donc il y a un vrai enjeu à travers Smart Global de pouvoir, l'outil proposé par Smart Global, de pouvoir tenir compte de toutes ces réglementations, de l'assurance, mais également internationale. C'est-à-dire que même le RGPD, c'est l'Union européenne. Dès lors que vous avez des activités en dehors de l'Union européenne, vous avez d'autres règles qui s'appliquent. Évidemment, aux États-Unis, des règles bien spécifiques. Le Brésil vient de s'équiper aussi de sa propre loi. La Chine est en train aussi de légiférer. Et grâce à un outil comme celui de Smart, il y a vraiment une compréhension, une prise en compte globale de toutes les réglementations, que ce soit la réglementation sur les données personnelles partout dans le monde ou les autres réglementations. Alors ça peut être les éléments, le code comptable par exemple. Moi je sais que souvent il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'on doit appliquer ce qui est prévu dans le code comptable, dans le code des assurances ou dans le RGPD. La vision de cet outil permet justement de pouvoir poser les arbitrages au bon niveau. Absolument, et de croiser les informations, on va le voir un petit peu plus tard. Donc, parlons maintenant, faisons un focus sur Smart pour que vous ayez une meilleure vision de cet outil. Donc, c'est une société qui existe depuis 2019 et qui a vraiment, depuis la naissance, pour vocation de gérer la dimension multiconformité, la dimension également internationale, absolument, merci Claire-Marie de le souligner, et comme c'est multi-entités et multi-utilisateurs, cette plateforme a pour vocation d'être un outil collaboratif et centralisateur. Donc c'est vraiment une plateforme centrale de gestion des conformités qui va à la fois processiser déjà toutes les tâches répétitives, ce jeu de questionnaires, ce jeu de faire intervenir, donnons l'exemple d'un département marketing qui utiliserait des données personnelles dans le cadre de ses emailing et de ses communications vers des tiers, vers son écosystème. Eh bien, il y a là la nécessité de faire intervenir finalement les opérationnels de ce fameux département marketing. Et pour ce faire, une plateforme centralisatrice comme Smart va permettre de proposer différents niveaux d'accès et d'utilisation pour que chaque partie prenante, quel que soit le niveau de ligne de défense, donc la partie opérationnelle, la partie DPO, la partie Chief Compliance Officer, la personne qui sera en charge de toutes les conformités, ou encore la partie gouvernance, voire même des intervenants comme Capgemini, qui peuvent à la fois intervenir sur la mise en conformité, donc l'intégration des outils, mais également le maintien de la conformité, donc comment est maintenue la qualité de la donnée et comment on intervient sur de la remédiation, mais également après la partie donc contrôle du maintien de ces conformités. Donc on donne accès à plusieurs utilisateurs, à plusieurs niveaux finalement d'administration que leurs fonctions requièrent. Et ce, dans toutes les langues. Et ça, c'est vraiment un point important pour nous. On est à la fois utilisable par de petites structures, mais on est très clairement exploitable par de grandes structures avec des entités, des filiales partout dans le monde, avec cette grande capacité de Smart de finalement auto-générer des dispositifs dans toutes les langues requises. Voilà, donc c'est une plateforme de gestion des conformités qui traite tous les sujets, donc data privacy, cybersécurité, normes ISO, 14001, 9001, je ne vais pas toutes les citer évidemment, lutte contre le blanchiment, l'anticorruption, LCBTFT, tous les sujets de plan de continuité d'activité, la responsabilité sociale et environnementale, donc tous les sujets de RSE
et y compris l'extra-financier, donc ça représente, sont adressables via Smart, toujours dans cette idée de compliance by design, ainsi que les process internes donc qui sont redéfinis, donc avec l'aide de cabinets de conseil comme Capgemini Invent qui est vraiment spécialisé sur le domaine, ou en interne, donc un pilotage de la gouvernance qui est mis en place. Ensuite, cette plateforme fonctionne avec toutes les lignes de défense, comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment très important, et en fonction du niveau d'accès de ces différentes personnes en interne. Donc, c'est une société française qui permet, qui s'héberge évidemment en toute conformité RGPD. S'il y a besoin qu'on rentre dans ce niveau de détail, je répondrai évidemment à vos questions. Mais pour autant, c'est un acteur global, comme je vous le disais, multilingue. On est considéré comme le leader européen aujourd'hui des plateformes de mise en conformité puisqu'on compte plus de 20 000 utilisateurs dans le monde avec donc une répartition dans plus de 100 pays. Donc, notre mission est réellement, depuis l'origine, d'aider les organisations de toute taille et de tout type à créer de la confiance, de la valeur et aussi de la résilience. Donc, c'est ce dont on parlait. Il y a tout un programme, et Capgemini Invent le sait bien, Didomi idem, il y a tout un programme finalement d'accompagnement au changement des mentalités. Nous fournissons l'outil et il va y avoir évidemment un travail en interne, donc avec l'aide de conseils comme CAP, finalement de résilience et d'adoption de nouveaux usages, puisque la digitalisation sous-entend évidemment ces nouveaux usages. Donc, pour finir sur Smart Global, on est membre de plusieurs pôles de compétitivité systématique, finance et innovation. On est labellisé BPI Excellence. On est recommandé par des institutions, des organisations comme le Cercle Montesquieu, donc qui a vocation de regrouper les directions juridiques, l'AFJE qui est également qui représente plus de 25% de la population de juristes en France, le Cercle des DPO, des CDO de la conformité et de la gouvernance. On est également donc recommandé par Microsoft, Oracle, IBM, OVH et Orange comme solution de référence pour la mise en conformité. Voilà. Merci beaucoup Anne-Sophie. Donc vous l'avez bien compris, c'est ce premier levier qui vous permet de mettre de la transversalité et de faire de la synergie avec d'autres projets de votre entreprise, qui vous permet de gagner aussi du temps par la digitalisation et qui vous permet de vous inscrire vraiment dans une logique de pérennité au-delà du simple fait de cocher les cases RGPD à un instant T. Exactement. Alors, ce que l'on voit sur les slides, c'est que évidemment, on entend le gain de productivité qui est absolument considérable qu'on va pouvoir obtenir avec des outils comme ceux-ci qui sont centralisants et qui permettent de processiser, d'automatiser des processus. C'est évidemment sécurisé. On parlait d'hébergement, mais il y a évidemment un certain nombre de sujets. Ce qui est très important de noter sur cette slide-là, d'ailleurs, qui a été un peu déformée, je crois qu'il y a des flèches un petit peu dans tous les sens, mais écoutez, de toute façon, c'est le sujet, c'est centralisateur, donc on va gérer de la multiconformité. Donc, ne revenons pas sur la multiconformité. Finalement, on va insérer dans le socle de gestion des processus de digitalisation de la conformité tous les socles de conformité auxquels on est contraint. Ce sont des socles de conformité, ce sont des référentiels qui sont développés avec des grands cabinets de conseil comme Capgemini Invent dans les différents domaines. Donc voilà, là, il n'y a pas de sujet non plus de conformité ou en tout cas de qualité de référentiel. Il y a un point très important également à noter dans cette slide, c'est de retenir que dans le cadre du maintien, donc vraiment les 3 axes de mise en conformité, quel que soit le socle, le cadre réglementaire, il y a un sujet de mise en conformité, de maintien de la conformité et de contrôle des conformités. Voilà, tout cela est possible et automatisé via Smart, avec une réduction jusqu'à 93% des tâches manuelles et répétitives. Donc, on va pouvoir orchestrer sa conformité, quel que soit le socle, encore une fois. Et il y a un autre sujet très important d'intégrer, c'est que, étant donné que Smart, je vous disais, est référencé par un certain nombre d'acteurs, notamment Microsoft, clairement, on fait partie des 200 applications qui sont recommandées par Microsoft. On a la possibilité, là, on en compte plus de 1500 d'applications avec lesquelles on a des connecteurs. Finalement, ce que l'on va demander aux opérationnels dans le cadre de cette intervention collaborative, d'aller remplir des questionnaires, d'aller eux aussi participer à la conformité, est rendu possible
est facilité par le fait que l'environnement métier ne change pas. Ça, c'est vraiment un point crucial. Je pense que Claire-Marie ne contredira pas. Lorsqu'on est dans le changement d'usage et toutes les difficultés que l'on doit au quotidien confronter, de changement de pratique, d'adoption de nouveaux outils, clairement, la dimension « je ne change pas d'environnement », et je reste dans mon environnement, par exemple Teams ou que sais-je, SAP, etc., est vraiment un point déterminant, je pense, dans l'adoption des outils. Je passerai très rapidement sur le contrôle systématique, c'est intéressant de le dire, il dépend pas forcément, donc merci beaucoup Goran, il ne dépend pas forcément comment dire, du fait d'avoir le socle outil. Il faut que vous sachiez que toute la dimension gestion des tiers ou donc le vendor risk management, ou également le fait d'appliquer des sondes dans les systèmes IT pour aller vérifier finalement dans des données structurées ou non structurées que vos données corroborent avec le registre des traitements que vous avez mis en conformité, enfin le registre des traitements que vous maintenez, eh bien est possible indépendamment de l'outil. Donc je vais vite terminer sur un business case sur lequel Claire-Marie on sera. Donc ça c'est le processus de mise en conformité. On peut passer cette slide, Goran, parce qu'on a largement explorer le sujet. Ce qui était important pour nous, voilà, c'était non, on va passer sur la précédente. On va mettre la précédente plutôt. Tu me fais une petite danse de slide. Merci beaucoup. Donc, quel que soit le référentiel exigé, on va pouvoir mettre en conformité. Bon, la slide a été passée. On va rester sur celle-ci. Ça n'est pas grave. Ce qui était important pour nous, c'était de vous parler notamment d'un sujet focus durée de rétention des données dans le cadre de la data privacy et également de la mise en conformité ISO 27001. Ce dont on s'aperçoit, et comme ça je te laisse la parole tout de suite Claire-Marie, ce dont on s'aperçoit lorsque l'on croise plusieurs cadres référentiels, cadres de conformité, c'est que par exemple, lorsqu'on a maintenu sa conformité RGPD, on aura déjà, et grâce à Smart, on a cette cartographie immédiate, on aura déjà rempli plus de 30% finalement du processus de mise en conformité de ISO 27001, demandé par ISO 27001. Voilà, donc vous comprenez là, en compilant ces informations et ces différents socles de conformité, à quel point il est pertinent finalement d'avoir une cartographie globale du maintien de sa conformité. Claire-Marie, okay, tu avais un sujet. Voilà, si je peux rebondir, Oui. effectivement, la suppression des données personnelles pour répondre à la fois aux demandes unitaires de droit à l'oubli ou pour répondre tout simplement à l'obligation de ne pas conserver éternellement les données. Ici, on voit que ça nécessite d'une part de savoir où sont les données, dans quels outils, dans quelles applications, que ce soit des outils maison, des outils hébergés chez des éditeurs, des outils parfois développés par le métier, donc inconnus de la DSI. Donc premier exercice ou premier pas à franchir, c'est d'abord de pouvoir localiser ces données. Et ça, c'est possible grâce justement à tout le module de data lineage proposé par Smart Global. Ensuite, vous avez une deuxième étape qui est quel va être le circuit en cas de demande, par exemple, de droit à l'oubli. Quel va être le circuit par lequel la demande va arriver, quels sont les délais qu'on va s'imposer pour répondre, comment on va tracer toutes ces demandes, comment on va aussi analyser l'éligibilité d'une demande. Si on a déjà dans notre cadre référentiel, on sait que la donnée, on doit la conserver 10 ans après la fin de contrat, par exemple, ou 30 ans après le décès d'une personne, on a tout de suite la possibilité de contrôler l'éligibilité de cette demande et de faire une réponse pertinente à la personne qui en a fait la demande. Et si effectivement la demande est recevable, dans ces cas-là, on va pouvoir automatiquement envoyer cette demande d'effacement dans les différents lieux de stockage. Et tout ce circuit en fait de traitement de la demande qui se rattache à un effacement va être rendu possible grâce à un outil centralisé comme celui de Smart, qui permet vraiment de gérer ces cas du début jusqu'à la fin. Merci, Goran. The floor is yours.
Merci Anne-Sophie. Effectivement, c'est très intéressant et on voit que c'est des sujets qui sont vastes et complexes et qui méritent bien plus qu'une heure de webinaire pour être traités. Je vois qu'il est 47 et j'essaierai d'être assez concis pour conclure notamment sur le consentement, qui est une des dimensions du RGPD, afin de laisser 5 minutes de réponse, parce que pendant que Claire-Marie et Anne-Sophie présentaient leur partie, on a eu de nombreuses questions sur ces différents sujets qui sont importants de traiter. Il nous semblait intéressant de sortir un petit peu de l'univers du secteur de l'assurance en prenant différents exemples. Et donc, c'est pas une liste exhaustive, évidemment, des différentes amendes qui ont pu être émises par la CNIL, hein, qui est entre guillemets le gendarme du RGPD. Et quand on regarde l'amende qui a été donnée auprès de Carrefour, il est intéressant de voir que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. Donc, en tant que citoyen, en tant qu'internaute, en tant que client, mais aussi en tant que collaborateur d'une entreprise. Et il est assez intéressant de voir que Michel-Édouard Leclerc, qui est le président du groupe Leclerc, s'est approprié le sujet suite à l'amende de Carrefour, où il pose une question et je pense que nous tous, sur ce webinaire aujourd'hui, on peut se la poser, ce qui est comment on est capable de préserver nos données et choisir celles qu'on partage, puisque ça montre clairement que les internautes, les clients et futurs clients dans le secteur de l'assurance sont des clients qui n'ont plus confiance dans l'usage qui est fait de ces données. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment on est capable de recréer cette confiance qui est indispensable à la réussite, qu'on soit un retailer ou qu'on soit un assureur. On a l'exemple aussi tout récent de WhatsApp, donc qui a vu des millions et des millions d'utilisateurs fuir l'application pour aller vers des concurrents. Tout ça parce que WhatsApp a annoncé qu'il allait revoir sa politique de confidentialité et partager plus de données avec Facebook. Complètement. Et donc, je vais prendre un autre exemple qui est un peu tiré par les cheveux, mais qui est d'actualité, le vaccin. On est quand même au pays de Pasteur et malgré tout, on voit que les Français ont des doutes et une défiance envers les différents laboratoires. Et je prends cet exemple précisément pour faire prendre conscience au secteur de l'assurance que la confiance et la transparence, c'est pas à prendre à la légère et que c'est un vrai gage de qualité. Et ça permet de créer une vraie relation de confiance sur le long terme et que ça doit être un pilier de la relation client pour fidéliser ses clients existants et pour attirer des nouveaux clients. Hop. Alors. Donc, il est important de pouvoir redéfinir le consentement même si parmi les participants, je vois qu'on a des DPO, donc ils doivent très bien connaître la définition du consentement, qui est une des bases légales prévues dans le RGPD et sur laquelle peut se fonder notamment un traitement de données à caractère personnel. Sans entrer dans le détail, il y a un acronyme à retenir qui est l'acronyme SEUL, et donc pour qu'un consentement soit valide au regard de la loi, il faut qu'il soit spécifique. Donc, il faut qu'il y ait une séparation claire et intelligible des différentes finalités. Et on terminera sur un exemple d'une mutuelle qui l'a très bien fait pour que vous puissiez voir est-ce que vous êtes aujourd'hui en conformité et qu'est-ce qu'il reste à faire pour ne plus se mettre en risque et respecter la vie privée et justement respecter le RGPD. Éclairé, donc il faut qu'il y ait une bonne information sur le traitement de données que vous voulez réaliser, que ce soit pour du ciblage publicitaire ou simplement de faire des statistiques et de l'audience sur vos environnements web ou applicatifs. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le traitement que vous voulez faire et l'information donnée à l'utilisateur. Et le dernier, libre, donc ça doit être non contraint et non lié à d'autres finalités. Comme le disait en introduction Claire-Marie, il y a un calendrier avec une échéance suite aux dernières recommandations émises par la CNIL au 1er octobre 2020, ce qui laisse environ 2 mois aux assureurs et donc toutes les entreprises qui traitent des données à caractère personnel de citoyens européens de se mettre en conformité. Et donc, dans ces dernières recommandations, donc on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, elle explique en fait les bonnes pratiques en matière de cookies et traceurs
et notamment comment on est capable de recueillir un consentement valide dans le cadre du RGPD. Et voici quelques critères à respecter en tant qu'assureur. Si vous voulez être sûr et certain de ne pas se mettre en danger, quand vous avez des clients qui viennent sur votre portail pour s'authentifier ou des futurs clients qui viennent d'atterrir sur votre site, il est important d'avoir une symétrie de choix. Il doit être aussi facile d'accepter que de refuser le dépôt de cookies à partir du 1er avril. Un des deuxièmes critères qui est aussi important, c'est qu'il doit être, il est essentiel de bien informer votre internaute sur le traitement qui va être fait et sur les différents partenaires, acteurs avec lesquels vous allez partager ces données personnelles et qui peuvent eux-mêmes déposer des cookies pour suivre vos internautes. Et donc là, on peut le voir aussi, hein, donc ça peut être fait sur un deuxième niveau. Et sur l'exemple qu'on va vous présenter à la fin, vous le verrez, c'est assez parlant en termes de recommandations qu'il faut respecter. Claire-Marie et Anne-Sophie en parlaient, hein, sur cette capacité de justement de se mettre en conformité au regard de la loi. Mais ce qu'on essaye de faire, en tout cas sur ce webinaire, c'est de faire prendre conscience au secteur de l'assurance qu'il y a une vraie opportunité à saisir au-delà d'une simple mise en conformité, puisque on peut le voir, l'impact business, l'impact sur les revenus est considérable. Et donc, il faut vraiment percevoir cette réglementation comme une opportunité à saisir et non une contrainte. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'ailleurs d'avoir une meilleure connaissance client. Il est important de se dire qu'à partir du 1er avril, les Français auront un réel choix et pourront refuser de donner leur consentement. Donc, il faut s'attendre à une baisse d'acceptation et donc d'avoir moins de données personnelles à traiter. Mais cette donnée qui va être donnée volontairement, par définition, elle est donnée volontairement. Et donc ça, c'est un vrai gain en tant que marque, en tant qu'entreprise, de pouvoir compter sur ces données et derrière faire du retargeting, faire de la personnalisation et comment on est capable d'améliorer l'expérience client pour notamment optimiser ses revenus et s'assurer de créer de la fidélisation et créer de l'engagement autour de sa marque. L'exemple de Carrefour est Leclerc résume assez bien cette slide-là, hein, qui est que encore plus en tant qu'assureur, vous traitez des données qui sont sensibles. Il est primordial que vous puissiez créer de la confiance via de la transparence et ça passe forcément par le biais du consentement que vous allez recueillir. Quand vous allez sur des sites web comme Doctolib pour aller prendre un rendez-vous médical, la première chose qui apparaît avant de prendre un rendez-vous, c'est cette fameuse bannière qui va demander le consentement de l'internaute. Je vois qu'il nous reste 5 minutes, donc je vais accélérer là-dessus. Mais il est important pour vous de retenir 4 facteurs. On le répète depuis le début du webinaire, la confiance. Pourquoi? Parce que ça va permettre de créer de l'engagement, ça va créer de la fidélité. Et quand on connaît aujourd'hui les coûts d'acquisition, il est plus intelligent de miser sur la capacité de fidéliser et de créer de l'engagement auprès de vos clients. Et c'est aussi une très bonne occasion pour des futurs clients, quand ils arrivent sur votre site web ou quand ils arrivent en agence, de créer cette confiance parce que vous allez leur prouver que vous respectez leur vie privée avant tout. En termes de performance et de qualité, donc là, c'est aussi cette capacité de mieux piloter les programmes marketing et les différents programmes relationnels que vous allez mettre en place au travers de cette donnée que vous allez collecter et exploiter. La conformité, évidemment, qui va permettre de rassurer et d'attirer des clients demain. Et en dernier point, cette efficacité opérationnelle qui va vous permettre tout simplement de réduire vos investissements et de mieux cibler et opérer vos actions. Ce que je vous propose, c'est qu'on commence à répondre aux différentes questions, puisqu'il nous reste 4 minutes, voire 5 si on peut un peu déborder. Et en attendant, vous pouvez voir sur mon écran un exemple d'une mutuelle
qui n'est apparemment pas encore conforme si on suit les directives de la CNIL. Et donc, cette mutuelle a encore 2 mois pour se mettre en conformité, puisqu'il est obligatoire de rajouter ce fameux bouton et de laisser le choix à l'internaute et au client de cette mutuelle de pouvoir refuser et de ne pas simplement accepter. Et donc, si on rentre dans le détail, on peut voir un bandeau d'informations qui va nous informer de pourquoi on a besoin d'avoir le consentement avec les finalités de traitement derrière. Et donc, on peut tout à fait accepter ou refuser ces différentes finalités et voir les différents partenaires avec lesquels on va partager ces données. Et donc, il y a vraiment cette notion pédagogique de mieux expliquer pourquoi on a besoin de leur consentement, puisque grâce au RGPD, les internautes ont plus de contrôle et plus d'informations qui est fait de leurs données personnelles. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on fasse, Anne-Sophie et Claire-Marie, parce qu'il y a des questions qui me semblent qui sont plutôt orientées, qui ne sont pas spécialement orientées cookies ou consentement. On peut, je vois qu'il y a plusieurs questions, donc on peut en choisir une ou deux. Alors déjà, pour tous ceux qui sont intéressés par voir la plateforme, je comprends que ce soit une frustration de la plateforme de Smart, je comprends que ce soit une frustration de ne pas l'avoir vue en temps réel, mais Anne-Sophie sera ravie, vous aurez nos contacts et donc ceux d'Anne-Sophie à vous faire vous organiser une démonstration. N'hésitez pas à la contacter spécifiquement. Alors, il y avait une question autour de existe-t-il des actions particulières à adresser en fonction des types d'assurance? Donc, oui, bien évidemment. Alors, le RGPD, ce sont les mêmes principes, les mêmes exigences pour tout le monde, quelle que soit l'entreprise, quel que soit son secteur. Après, selon les types de métiers, on va adresser les sujets un peu différemment. Par exemple, lorsqu'on est sur des mutuelles de salariés, on va plutôt être sur des données qui sont collectives et donc dans ces cas-là, on va avoir une approche différente que si on est sur de l'IARD ou sur de la santé en direct. De même que quand on est sur des sujets d'épargne de plan retraite, etc., on va pas être sur des mêmes problématiques que quand on est sur de la santé, de la prévoyance, puisque les durées, par exemple, pour donner un exemple, les durées de conservation vont pas être les mêmes. Elles vont être plus courtes d'un côté, plus longues de l'autre. Donc, il n'y aura pas le même degré d'urgence ou le même degré de risque. Donc, bien entendu, c'est pas forcément des points particuliers qu'il va falloir prendre en compte. C'est plutôt une manière de prendre en compte les points qui va être particulière. Ensuite, j'avais vu aussi une question sur est-ce qu'une société en cours d'acquisition d'un label de normalisation, norme ISO ou NF, peut prétendre à un quelconque chantier en matière de gestion RGPD? Donc, je sais pas si j'ai très bien compris la question, mais le RGPD n'est pas englobé dans les normes ISO ou NF. C'est complémentaire, donc c'est pas parce que vous avez une norme ISO que vous êtes labellisé aussi RGPD. Donc, ça ne vous dédouane absolument pas de lancer ces chantiers-là et bien au contraire, profiter de l'opportunité de vous lancer dans des chantiers de labellisation pour adresser également le volet RGPD. Ensuite, il y avait une autre question sur les assureurs et les organismes de gestion sont soumis à de multiples réglementations dont certaines concernent des données identiques. Comment les assureurs gèrent-ils ces conformités en évitant les redondances de gestion? Donc, je pense que c'est un point qui doit faire référence à Anne-Sophie, ce que tu expliquais tout à l'heure, à savoir quand on est soumis à plusieurs réglementations, comment savoir laquelle finalement appliquer? Et moi, j'ai souvent eu la question de finalement, telle réglementation va à l'opposé du RGPD. Et là, en fait, en général, on coupe court à la discussion en disant absolument pas. Le RGPD ne va jamais à l'encontre d'une autre réglementation. Le tout, c'est de trouver le bon curseur et surtout la vocation du RGPD n'est pas de freiner ou d'empêcher le métier, mais toujours de faciliter. Et donc, on n'est pas dans l'application
bête et méchante d'une règle dans le RGPD, et c'est ce qui en fait toute sa difficulté, c'est qu'on est dans la contextualisation par rapport à un besoin métier, par rapport à une finalité métier, ce qui fait qu'en fait, on n'a jamais de blocage entre une réglementation assurantielle, par exemple, et la réglementation RGPD. Donc, à chaque fois qu'on travaille sur un traitement, on va prendre en compte toutes les réglementations qui s'appliquent à ce traitement, on va prendre en compte ce qui est préconisé par le RGPD, mais ensuite, on va bien entendu mettre toutes les barrières qui vont bien pour faciliter et ne pas empêcher la gestion. Je ne sais pas si Goran et Anne-Sophie, il y a des questions auxquelles vous... En même temps, je vois qu'il est 3h02. Oui, je vois que le week-end approche à grands pas. On a déjà eu quelques débats. Et ce qui est intéressant pour soutenir ce que tu disais, Claire-Marie, ça tombe un peu sous le sens avec tout ce qu'on a dit, mais oui, il y a une gestion possible pour éviter les redondances de gestion. C'est exactement ce que permet l'automatisation des process sur une plateforme telle que Smart. Idem pour tout ce qui est gestion également des tiers et de l'écosystème. En fait, on va même donner, non seulement on va automatiser finalement le processus de demande, renvoi d'informations, mais en plus, en outre, on va leur donner accès finalement à une plateforme freemium, c'est-à-dire que l'assureur pourrait lui-même gérer ses tiers à travers sa plateforme et donner accès aux tiers, à ces mêmes tiers, pour qu'ils puissent finalement maintenir en conformité leurs propres données. Voilà, étant donné qu'il y a cette dimension responsabilité. Donc, on va automatiser, dédoublonner, si vous voulez, et donner des règles de gestion et de gouvernance à ces données selon le cadre que l'on vise, quoi. Ici, RGPD, pour revenir sur... Voilà, est-ce qu'on a répondu à tout? Est-ce qu'une société qui est en cours d'acquisition d'un label de normalisation ISO NF peut prétendre à un chantier en RGPD? Ça, je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on est bon au niveau des questions? Il me semble qu'on a été assez concis dans les propos et répondu aux différentes questions. Donc là, on vous montre donc j'ai pas mis les mails, mais je vois que Anne-Sophie, tu as donné ton mail. Si jamais les participants ont d'autres questions aussi, si vous voulez. Aussi, donc Anne-Sophie, Claire-Marie et moi-même, on serait très ravis de pouvoir échanger avec vous suite à ce webinaire, en espérant que ça a éveillé votre curiosité et les différents défis et challenges auxquels vous faites face dans le monde de l'assurance. En tout cas, nous, on a pris du plaisir à vous présenter le webinaire aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, un bon week-end et merci Anne-Sophie et Claire-Marie encore une fois pour ce webinaire de qualité. Merci Claire-Marie, Goran. Au revoir. À très bientôt. Très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.